Ok, donc maintenant il me reste le réseau de neurones à entraîner. Donc j'aurai besoin dans mon notebook d'importer tout ça. Mon Soft-Torch Vision et Transforms, parce que Transform, là pour le coup, je prends celui-là. Ensuite, je vais avoir quelques paramètres. Donc batch size, c'est quoi? C'est en fait tout ça, c'est des hyperparamètres, c'est-à-dire des paramètres qui contrôlent le processus d'apprentissage de mon réseau de neurones. En fait, ce que l'on va faire, c'est que on va tout d'abord se débarrasser de tout ça. Hop, ce qu'on va faire, c'est que comment ça fonctionne l'entraînement rapidement. Alors, l'entraînement, c'est en fait, vous avez toutes vos données, ok? Donc, imaginez, toutes nos données, elles sont contenues dans une matrice, d'accord? Voilà, donc chaque valeur ici, vous imaginez, c'est une image, ok? Donc, on peut appeler x1, tout ça, x2, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ces images à notre réseau de neurones. Donc ça, si vous imaginez, c'est notre réseau de neurones, on lui donne une partie de ces images, ok? Donc, pas toutes les images d'un coup. Et ça, ce groupe d'images, on l'appelle ça un batch, ok? Donc, c'est combien d'images on lui donne à chaque fois. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce nombre d'images. Donc il va prendre la première image, il va dire ok, voilà, je passe dans mon réseau de neurones, j'applique convolution, tout ça, fully connected layer. Je fais ça pour la deuxième, etc. Et je donne le résultat de ces 16 images. Donc en fait, je vais avoir une matrice en fait qui contient 16 vecteurs. Alors j'ai oublié de regarder la valeur de sortie, mais en gros du coup vous allez avoir en fait 16 vecteurs en fait, où chaque vecteur va vous dire les valeurs pour chacune des classes. Donc un vecteur de sortie pour chacune des images. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces valeurs de sortie avec du coup les valeurs réelles, c'est-à-dire les valeurs qui devraient sortir. C'est-à-dire si l'image c'est un 0, la classe 0 devrait avoir le nombre le plus élevé, ou plutôt la probabilité la plus élevée, et donc il devrait sortir 0. S'il sort pas 0, alors du coup on va faire intervenir notre fonction coût qui va calculer la différence entre les valeurs de sortie et qui va estimer le coût en regardant en fait la valeur de sortie et la valeur qui devrait vraiment sortir, c'est-à-dire quel label il devrait vraiment prédire. Et cette fonction coût, ce qu'on va faire, c'est que elle va mettre à jour du coup nos poids ici, parce que là elle va dire là c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le gradient. Donc pour calculer le gradient, donc notre fonction coût, c'est une fonction. Donc imaginez notre fonction coût, elle est comme ça. Ok. Le but, c'est qu'on veut minimiser cette fonction coût, donc on veut arriver à cette valeur ici. Pourquoi? Parce que ça c'est le valeur minimum. Imaginons on peut pas calculer en faisant un calcul à la main de notre gradient de notre fonction, parce que si on pouvait le faire, ce qu'on ferait, c'est que ça c'est une fonction basique, on calculerait sa dérivée et on regarde en fait le minimum. Ok, c'est ça qu'on fait en fait quand on a une fonction à une variable. Bon, une fonction à n variables, qui est littéralement ce qu'on a ici, parce qu'en fait notre fonction coût, quelles sont ces variables? En fait, c'est les poids, en fait, parce que ces valeurs en fait vont dépendre en fait des paramètres des poids en fait qui sont ici. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le gradient. Donc le gradient, c'est juste la dérivée, c'est un vecteur qui contient les dérivées partielles en fait de notre fonction. Donc ici on va imaginer que voilà, f c'est pas f de x avec une seule valeur, c'est c'est un ensemble de variables. Donc on va dériver par rapport à la première valeur. Donc par rapport à un poids qui s'appellerait, je sais pas, 0 w0. Voilà, et on va faire ça par rapport à chacun des poids. Donc on va dériver par rapport à chacun des poids. Et on va utiliser ce gradient en fait pour pouvoir réussir à descendre petit à petit vers le minimum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le gradient en fait, ou une dérivée en fait, ce que ça veut dire en fait, c'est quoi à la base? C'est juste ça nous indique une variation. C'est une variation sur notre fonction. Donc nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut utiliser cette variation pour descendre petit à petit jusqu'au minimum. Et c'est ce qu'on va faire avec ce gradient. On va utiliser ce qu'on appelle une descente de gradient. Donc on va utiliser le gradient qui nous indique une variation pour descendre petit à petit jusqu'à réussir à toucher la valeur minimum. Voilà. Et une fois qu'on a la valeur minimum ici, c'est super cool parce que ça veut dire qu'on a réussi à minimiser notre fonction coût. Donc ça veut dire qu'en fait on a trouvé les valeurs qui nous permettent d'avoir la plus petite valeur possible pour notre fonction coût. Et donc du coup on a notre réseau de neurones qui est le plus performant possible. Parce que la marge d'erreur, en fait les erreurs sont les plus petites possibles. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est rapidement le processus d'entraînement. Donc je répète, on donne des images, on calcule la fonction d'erreur. La fonction d'erreur, on va utiliser son gradient, donc on va regarder, on va calculer en fait juste les dérivées partielles pour pouvoir diminuer, pour pouvoir en fait nous aider à trouver le minimum.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser chaque batch en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre un premier batch, puis ensuite on va en prendre un deuxième, etc. pour pouvoir nous aider à calculer notre descente de gradient. Et notre descente de gradient, comme je l'ai dit, c'est juste, vous avez un vecteur qui est les dérivées partielles et qui nous indique une variation. Donc en fait, avec cette variation, on va prendre un pas qui va nous permettre de descendre, en fait, grâce à ces variations-là, pour pouvoir descendre, en fait, et prendre une direction de descente qui va nous permettre de descendre, en fait, vraiment jusqu'en bas de notre fonction. Et une fois que ça c'est bon, hop, on peut recommencer un nouvel epoch. Et un epoch, c'est quoi? C'est quand, une fois qu'on a donné toutes nos données, donc tous nos batchs de données, donc imaginons là, voilà, on a donné ces données-là, puis ensuite ces données-là. Donc à chaque batch, on va calculer un pas de descente de gradient. Donc on va dire, bah ok, voilà, ça c'est la valeur de mon gradient. Grâce à ces valeurs-là, je vais du coup descendre un petit peu. Ensuite, je vais passer ici, je vais mettre un peu à jour mes poids. Ensuite, je vais redescendre ici, parce que je vais avoir un nouveau batch, etc. Et ensuite, je vais recommencer le processus en recommençant avec mes premières données. Donc un epoch, c'est quand on a donné toutes nos données à notre réseau de neurones une seule fois. Voilà, donc le batch size, c'est ça. Donc c'est donc combien de données on va donner à chaque fois dans notre réseau de neurones. Le nombre d'epoch, c'est combien de fois on va présenter notre ensemble de données. Le learning rate, c'est le pas. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est comment on fait notre descente, en fait. Comment on commence notre descente. Enfin, à quel point notre descente va être grande. Eh bien, on met un pas ici. Voilà. Ensuite, ça, on l'a déjà vu, c'est pour savoir si on entraîne avec le GPU ou le CPU. Ensuite, le dataset. Donc, le dataset, on va le récupérer. Donc, pour le récupérer, le pass, en fait, il faut regarder depuis là où on est. Donc, c'est-à-dire deeplearning.ipynb. Donc, c'est-à-dire, on est ici, et le dataset, il est là, donc on fait juste dataset /. Le nombre de classes, on fait range len os.listdir. Donc ça, c'est pour savoir combien on a de dossiers dans le dataset pass. Ça va nous donner 10, donc du coup, on aura 10 classes ici. Ensuite, le dataset, on va le load avec image folder. Et rappelez-vous, je vous avais dit, ça va faire automatiquement l'association, en fait, entre le dossier, le dossier, en fait, donne chacun de nos dossiers dans le dataset. Un dossier, ça va être une classe. Et c'est grâce à lui qu'on va faire l'association. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, ce dossier-là, il a ces images-là, donc ces images-là sont de telle classe ici. Ensuite, on va faire un transform égal à transform. C'est pour pouvoir appliquer les transformations ici, c'est-à-dire redimensionner nos images, les mettre en grille, etc. Et ensuite, data loader, ça va nous permettre en fait juste d'avoir les données de la manière qu'on veut, c'est-à-dire avec un batch size donné et en plus en shuffle, c'est-à-dire que on va prendre 16 images au hasard dans notre jeu de données. On va pas prendre les 16 premières images, puis ensuite les images suivantes, etc. Ça permet d'ajouter un peu plus de aléatoire qui donne en général de meilleurs résultats parce que on prend pas forcément les mêmes images dans l'ordre. Ok, donc ensuite j'ai fait quelques petites fonctions pour faire un affichage. Donc l'affichage, il va prendre une image en entrée et un titre. Donc le titre sera le label. Donc l'image, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la dénormaliser. Parce qu'en fait, on l'a normalisée, donc on a changé les valeurs. Donc comment on fait ça? Là, on fait IMG divisé par 2 plus 0,5. Pourquoi? Parce que la normalisation, c'était comme ça. On a pris notre image, on a soustrait 0,5 et on a divisé par 0,5. Et ensuite, on affiche notre image en gris et j'affiche donc du coup un batch donc qui est donc 16 images. Et vous voyez que voilà, ça va m'afficher 16 images avec le label à chaque fois. Label 7, tout ça. Et là, on a des images qui font une taille 96 par 96 par contre. Et c'est les images en fait que j'avais dans mon dataset. Ensuite, je peux afficher le nombre d'images. Donc j'en ai au total 2964 et j'ai bien 10 classes. Je peux afficher le nombre d'images par classe. Vous voyez que j'ai à peu près le même nombre d'images. Comment je suis arrivé à ce nombre d'images? En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai juste fait un classifieur qui me donnait, donc le réseau neuronal, on peut appeler ça aussi un classifieur, c'est-à-dire qu'il classe dans des classes. Je classifiais binaire, donc ça il me classifiait des images de 0, donc il me donnait 0, sinon il me donnait 1. Après j'ai ajouté la classe 2, donc il pouvait me classifier soit des images en 0, soit en 1, soit en 2, et j'avais que des 0, des 1 ou des 2 évidemment. Et en fait, j'ai rajouté à chaque fois une classe comme ça, et des fois je me rendais compte par exemple que la classe 3, elle avait du mal à être détectée. Souvent, elle était détectée comme par exemple étant la classe 0 ou la classe 1. Du coup, j'aurais ajouté plus d'images de la classe 3. Pourquoi? Parce que comme ça, moi, ça permettait au réseau de neurones de mieux s'entraîner sur la classe 3. Voilà, et j'ajoutais comme ça au fur et à mesure. Et c'est un truc que je vous conseille de faire si vous voulez améliorer votre réseau de neurones. C'est que si vous avez une classe, vous voyez que elle est moins bien prédite que les autres, mettez des images en plus dans cette classe. Si vous avez la classe 4 qui est pas bien prédite,
labelliser des cas, donc vous dessinez des cas sur votre interface graphique, vous faites save label avec 4 qui est décommenté, et vous mettez plein de 4 et vous rentraînez le réseau de neurones. Le réseau de neurones, on utilise ce code qu'on exécute évidemment, qui est la même chose en fait qu'on a déjà vu dans l'interface graphique GUI. Le réseau de neurones, bon, si vous voulez, vous pouvez l'afficher, mais c'est pas important. Si vous voulez, vous pouvez regarder aussi le nombre de paramètres. Moi, j'aime bien voir, mais c'est pas très important. Le nombre de paramètres, c'est tout simplement les poids. Donc, voilà, les valeurs dans les filtres à convolution, les valeurs des poids des fluid cognitive layers, etc. Et ensuite, nous avons l'entraînement de notre réseau de neurones. Donc, c'est, donc, criterion, c'est notre fonction coût. Donc, c'est une cross entropy loss. Donc, la fonction cross entropy loss, c'est quoi? C'est celle-là. En fait, c'est, ce que ça va faire c'est que pour la somme de chaque classe, ça va faire une somme sur les classes, donc sur nos 10 classes, et dans chaque classe, ça va regarder la probabilité de la vraie classe, en fait. Donc ici, ce sera du coup une probabilité de 0 ou de 1, soit c'est un chiffre, donc c'est une probabilité de 1, sinon c'est 0, multiplié par le log de la probabilité prédit par notre modèle. Voilà, donc c'est comme ça que ça va calculer notre marge d'erreur. C'est souvent on utilise cette fonction coût-là, parce que ça nous permet, vu qu'on raisonne avec des probabilités, la cross-entropie nous permet de nous donner la différence entre deux distributions de probabilité. Ensuite, l'optimizer, c'est notre descente de gradient, donc c'est-à-dire comment on va approcher le minimum de notre fonction coût. Donc c'est grâce avec lui. Voilà. Et on a aussi un momentum qui est ajouté, donc on avait le pas que je vous avais parlé, donc c'est le pas de descente. Le momentum, c'est pour ajouter en fait une petite variation en plus dans notre descente. Et ensuite, on train le network, donc en faisant for epoch in range n epochs, donc combien de fois on va donner toutes nos données. À chaque itération, on va faire running loss, donc on va calculer la fonction coût, enfin la valeur de la fonction coût, juste pour nous afficher nous, pour savoir en gros quelle est la valeur de la fonction coût. Et ensuite, on va donner par batch nos images. Et nos images, en fait, donc nos images et leurs labels qui seront faits grâce à data loader. Donc data loader, en fait, il va nous donner une liste qui contient les inputs, donc nos images. Et pour chaque image, il y aura un label. Voilà, on n'oublie pas on les sépare parce que c'est plus facile après. Et aussi parce qu'on va pas donner les labels aussi à notre réseau de neurones. On fait inputs.toDevice et pareil pour labels pour nous dire, voilà, j'entraîne sur le CPU ou le GPU, donc tu me les mets soit sur le CPU, soit sur le GPU, qui est déterminé grâce à device. Ensuite, optimizer.zeroGrad, ça c'est, on réinitialise la valeur du gradient de optimizer, parce que sinon il va, en fait, PyTorch il va stocker tous les gradients en fait au fur et à mesure d'itération et on veut pas ça. On calcule la valeur de sortie de notre réseau de neurones grâce aux inputs donnés, et il va calculer la loss, donc la différence du coup de probabilité, enfin la somme il va nous donner vraiment, il va nous estimer le fonction coût à partir de des probabilités des vecteurs, et loss.backward et optimizer step, donc c'est pour mettre à jour nos poids en fait, et de quelle manière en fait, donc avec quel pas, donc avec quelle variation on va mettre à jour nos poids. Et on fait running loss est égal à c'est plus égal loss item, c'est pour accumuler la loss et ensuite savoir du coup le coût moyen du coup pour un batch donné. Donc c'est à dire ici, là on a une loss de 2,2, donc ça veut dire que pour chaque batch on a on a une marge d'erreur de 2,29. Et ça va entraîner jusqu'à ce que ça arrive à la fin de nos nombres d'epochs. Et on peut ensuite stocker le modèle.